Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les épreuves écrites du DNB, le diplôme national du brevet, ont commencé ce vendredi 26 juin. Le mardi 23 juin dernier, Monseigneur David Macaire a fêté ses 25 ans de sacerdoce. Le CHU de Martinique active son dispositif de gestion des tensions hospitalières. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'intelligence artificielle, opportunité ou menace ?» La pensée du jour: en apprenant à vivre seul, on ne peut jamais éprouver de sentiment de solitude. Santé, le miel de thym et de lavande est connu pour ses propriétés antiseptiques. Comme prévu, la qualité de l'air est moyenne aujourd'hui. Les épreuves écrites du DNB, le diplôme national du brevet, ont donc commencé aujourd'hui, ce vendredi 26 juin, avec le français. Elles se poursuivront le lundi 29 et le mardi 30. Pour ce premier examen important de leur scolarité, 3 561 candidats de l'académie sont inscrits dans la série générale et 509 dans la série professionnelle, soit 4 070 candidats en tout, 284 de moins qu'en 2025. Le conflit social à la Poste en Martinique reste sans issue. Les discussions entre la direction et les représentants syndicaux n'ont pas encore permis de trouver un accord sur la réorganisation des horaires de travail et la distribution du courrier et des colis reste fortement perturbée dans plusieurs communes. Face à une multiplication des interrogations des usagers, l'Assise Insertion Environnement tient à apporter quelques précisions. Depuis le lancement de la campagne nationale de communication de Refashion, Assise Insertion Environnement constate une forte augmentation des appels de Martiniquais qui ne savent plus à qui confier leurs vêtements. Des questions reviennent chaque jour. Qui est Refashion? Les bornes oranges existent-elles toujours? Est-ce que ce n'est plus Assise Insertion Environnement qui collecte? Des interrogations qui traduisent une confusion grandissante autour de la collecte textile en Martinique. Refashion est l'éco-organisme national agréé par l'État pour organiser et financer la filière textile. Mais Assise Insertion tient à rappeler qu'en Martinique, la collecte, le tri et le réemploi des textiles continuent d'être assurés par les acteurs locaux qui accompagnent chaque année des centaines de personnes vers l'emploi tout en donnant une seconde vie aux vêtements. Ce sont donc ces opérateurs locaux qui interviennent concrètement dans le cadre de l'économie circulaire tout en assurant l'insertion professionnelle et le service rendu aux habitants. En Martinique, les autorités ont décidé de s'attaquer de front au blanchiment d'argent sale, qui consiste à investir l'argent de la drogue dans des activités légales pour pouvoir l'utiliser. L'objectif, détecter les flux financiers suspects afin de confisquer l'argent du trafic. Pour y parvenir, la justice et les forces de l'ordre doivent pouvoir compter sur la collaboration des banques et des assurances. Condamné en première instance en juin dernier à 2 ans de prison avec sursis, le chanteur Guy Métali était jugé ce jeudi par la Cour d'appel de Fort-de-France. Accusé d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, il a de nouveau nié les faits. Le délibéré est fixé au 9 juillet prochain. Alors que les échouements de sargasses mobilisent fortement les collectivités, ces opérations de collecte peuvent, dans certaines situations, avoir des conséquences sur les tortues marines qui fréquentent le littoral de la Martinique. Le réseau Tortues Marines Martinique souhaite rappeler que les impératifs de santé publique liés aux sargasses sont pleinement reconnus, mais qu'il est également possible de prendre en considération
les enjeux de préservation des tortues marines lors des opérations de ramassage. Des recommandations de collecte existent, ainsi qu'un numéro d'urgence pour signaler les tortues marines retrouvées en détresse ou mortes sur nos plages. C'est le 06 96 234 235. Je répète, 06 96 234 235. Le 55e Festival culturel de la ville de Fort-de-France entre progressivement dans sa phase d'animation. Placée sous le thème de la diaspora nègre, cette nouvelle édition entend mettre à l'honneur les cultures caribéennes, africaines et afro-descendantes à travers des spectacles, des expositions et des rencontres culturelles. Casse-Pilote accueille ce week-end la traditionnelle fête des marins-pêcheurs. Pendant 3 jours, les professionnels de la mer et les associations locales Pendant 3 jours, les professionnels de la mer et les associations locales proposeront bénédiction des embarcations, animation populaire et dégustation afin de valoriser le patrimoine maritime martiniquais et le métier de pêcheur. Le mardi 23 juin dernier, Monseigneur David Macaire a fêté ses 25 ans de sacerdoce. C'était au Morne-Rouge, la commune où il a grandi. Dans l'église Notre-Dame de la Délivrance, les fidèles étaient venus nombreux assister à ce jubilé célébré en présence des prêtres du diocèse. Des prêtres pour la plupart jeunes. David Macaire insiste en effet sur le fait que nombre d'entre eux sont moins âgés que lui. Beaucoup de jeunes, affirme l'évêque, décident aujourd'hui de consacrer leur vie à Dieu en dépit des sacrifices qu'un tel choix exige d'eux. Notons que la chorale de Notre-Dame de la Délivrance du Morne-Rouge a 90 ans d'existence et qu'avant de partir à Toulouse pour suivre ses études au séminaire, David Macaire en a fait partie. Outre l'émotion palpable au cours de la cérémonie, l'atmosphère était imprégnée d'une certaine joie et d'une foi dans l'avenir, due sans doute, au moins en partie, à la personnalité avenante de l'évêque. L'Office de tourisme communautaire Terre du Centre poursuit sa restructuration. 8 salariés ont été licenciés dans un contexte de graves difficultés financières. Les responsables de la structure espèrent désormais engager une réorganisation afin d'assurer la continuité de la promotion touristique du territoire. La ville de Fort-de-France organise une grande opération de collecte des déchets demain, samedi 27 juin, de 8h à midi à la Pointe-Simon sur le parking des taxis. Les personnes âgées rencontrant des difficultés de déplacement peuvent contacter le service dédié. La ville de Ducos organise la 6e édition de l'opération Dicos Belle spéciale vacances, ce samedi également de 8h à midi sur la place des Fêtes. Venez déposer vos gros électroménagers, appareils électriques, écrans, meubles, matelas, piles, petites batteries, ampoules, néons, vêtements, chaussures, jeux, jouets, emballages, que ce soit du verre, du plastique, du carton, déchets verts, ferrailles, médicaments non utilisés. Attention, seuls les objets cités précédemment seront acceptés. Le CHU de Martinique active son dispositif de gestion des tensions hospitalières. Explication. Face à des tensions en ressources médicales dans plusieurs spécialités, la direction du CHU de Martinique et la communauté médicale se mobilisent pour garantir la continuité et la sécurité des soins à l'approche des grandes vacances. C'est une période durant laquelle la population martiniquaise augmente. Or, le CHU de Martinique fait face à un sous-effectif médical dans plusieurs spécialités critiques, médecine d'urgence, pneumologie et médecine polyvalente, qui fragilisent des services déjà soumis à une forte pression saisonnière.
Cette situation constatée au niveau national dans plusieurs régions fait peser un risque sur la continuité de l'offre de soins, notamment sur le fonctionnement des services d'accueil des urgences, du SAMU, ou encore sur le périmètre de l'offre de lits d'hospitalisation. Informée de l'évolution de la situation et anticipant les contraintes à venir, la Direction générale et la présidence de la commission médicale d'établissement, après consultation du directoire élargi à l'ensemble des chefs de pôle, ont pris la décision d'activer le niveau 1, hôpital en tension, du plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles. Est ainsi mise en place une cellule de crise qui se réunira quotidiennement et les liens avec les partenaires et tutelles sont renforcés. Tous les leviers de recrutement médical sont activés en parallèle en lien avec les réseaux nationaux et interrégionaux. L'État et plusieurs professionnels du secteur automobile ont signé ce mercredi 24 juin le premier bouclier qualité-prix automobile de Martinique. L'accord vise à limiter les prix de certains produits et services liés à l'automobile. L'école primaire de Manzeau-François s'appellera désormais École primaire Euphrasie Isly, dite Fofo, en hommage à cette figure emblématique de l'éducation et de l'engagement associatif du François et de Martinique. Le changement officiel de dénomination a eu lieu ce vendredi 26 juin à l'occasion de la fête de fin d'année scolaire. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, fait l'objet d'une enquête menée par plusieurs États américains sur l'utilisation de son intelligence artificielle, en particulier concernant la protection des utilisateurs les plus vulnérables. Les procureurs s'intéressent notamment aux données collectées et aux usages de la plateforme par les enfants et les personnes âgées. Une demande officielle d'information a été adressée à l'entreprise dans le cadre d'une initiative coordonnée par l'État de New York. OpenAI affirme coopérer avec les autorités et souligne avoir renforcé ses dispositifs de sécurité, notamment pour les mineurs et les personnes en situation de détresse psychologique. L'entreprise insiste sur sa volonté de développer une IA responsable tout en reconnaissant les défis posés par cette technologie encore récente. Cette enquête s'inscrit dans un contexte de pression croissante sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Début juin, la Floride a engagé des poursuites contre OpenAI pour mise en danger de jeunes utilisateurs. Par ailleurs, plusieurs affaires impliquant des adolescents ont suscité l'inquiétude, notamment après des drames liés à des usages problématiques de l'IA. Plus largement, une coalition de 42 États américains a récemment appelé les grandes entreprises technologiques à renforcer leurs garde-fous et leurs contrôles. L'objectif, mieux encadrer des outils devenus omniprésents, mais dont les effets sur les utilisateurs restent encore difficiles à maîtriser. Les forces de l'ordre ont mené une importante opération de lutte contre la délinquance dans le secteur de Texaco à Fort-de-France. Des policiers appuyés par des gendarmes mobiles ont procédé à plusieurs contrôles afin de renforcer la sécurité dans le quartier. Désormais, les virus se propagent sur la planète à une vitesse et avec une ampleur inédite. On l'a vu pour le Covid, on le voit également pour d'autres maladies. Ainsi, en 2022, la variole du singe, ou Pox, qui était autrefois essentiellement cantonnée aux régions d'Afrique centrale et de l'Ouest, s'est diffusée rapidement à l'échelle mondiale. Et alors qu'il était initialement transmis à l'être humain par des animaux, dont certains rongeurs, le virus Pox s'est ensuite propagé rapidement de personne à personne. Entre 2022 et 2023, près de 100 000 cas ont été confirmés dans plus de 120 pays, dont plus de 4 000 cas en France. Les infections par les moustiques ne cessent, elles aussi, d'augmenter. En 2025, par exemple, plus de 800 cas autochtones de chikungunya ont été recensés dans l'Hexagone. En 2026, le foyer de hantavirus Ande, à bord du MV Ondius, mais aussi la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo, rappellent que ces menaces sont plus que jamais présentes, d'autant que les virus sont capables de s'adapter à leur environnement.
Selon les estimations, à l'heure actuelle, les 3/4 des virus émergents impliqués dans des maladies chez l'être humain proviennent des animaux. On parle alors de zoonose. Une évolution due à l'action de l'être humain sur l'environnement. La déforestation et la fragmentation des écosystèmes détruisent les habitats naturels des animaux, les forçant à se rapprocher des zones habitées. Cette promiscuité lève les barrières naturelles qui cloisonnaient les virus au sein d'une espèce animale donnée et génère des conditions particulièrement favorables à la transmission des virus. C'est le cas des épidémies d'Ebola en Afrique centrale qui sont étroitement liées à la perturbation des écosystèmes forestiers et à l'augmentation des contacts entre la faune sauvage, notamment les chauves-souris frugivores qui sont les réservoirs présumés du virus, et les populations humaines. Ajoutons qu'une biodiversité variée peut limiter la propagation des maladies en diluant les agents pathogènes entre de nombreuses espèces plus ou moins efficaces pour les transmettre. À l'inverse, la perte de diversité des espèces que nous observons ces dernières années peut faciliter la transmission des agents infectieux en supprimant cet effet de dilution et en favorisant ainsi la dominance d'espèces particulièrement efficaces pour transmettre ces pathogènes. Cette nuit, peu après minuit, un incendie dans un garage situé rue de la Citerne à Sainte-Marie a détruit plusieurs véhicules. Quasiment à la même heure, un incendie s'est déclaré dans le spa de l'hôtel La Valmenière à Fort-de-France. Le spa a été entièrement détruit et l'une des façades de l'hôtel a été touchée. Il n'y a pas eu de blessés. Apple renforce son positionnement sur la protection des mineurs avec une série de nouveaux outils de contrôle parental présentés lors de sa conférence annuelle. Dans un contexte de pression croissante des gouvernements pour mieux encadrer l'accès des jeunes aux réseaux sociaux, le groupe californien Apple entend proposer des solutions concrètes aux familles. Ces fonctionnalités attendues d'ici septembre-octobre avec les prochaines mises à jour reposent sur un système de compte enfant amélioré. Obligatoire avant 13 ans et disponible jusqu'à 18 ans, il permet d'activer dès la configuration de l'appareil des restrictions adaptées à l'âge. Les parents peuvent désormais valider ou refuser en temps réel les demandes de leurs enfants pour télécharger une application, consulter un site ou entrer en contact avec une nouvelle personne. Apple introduit également des mesures de protection dans les échanges numériques. Les images à caractère violent ou sexuel seront automatiquement floutées dans l'application Messages. En revanche, la détection du harcèlement reste limitée, l'entreprise reconnaissant ne pas pouvoir encore identifier des séries de messages abusifs. Au-delà de l'aspect technique, cette stratégie répond à un enjeu plus large, face à des États encore hésitants et à des plateformes souvent pointées du doigt. Apple cherche à s'imposer comme une entreprise responsable. Le débat reste vif entre les différents acteurs du numérique, chacun se renvoyant la responsabilité de la protection des jeunes utilisateurs. Dans plusieurs pays, dont la France ou le Royaume-Uni, des projets d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ou 16 ans sont à l'étude. Dans ce contexte, Apple tente de prendre l'initiative tout en renforçant son image de marque. Cette approche, à la fois éthique et commerciale, pourrait lui permettre de séduire les parents et de fidéliser une nouvelle génération d'utilisateurs. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation ? Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation? Oui, mais pas dans le sens où on le pense. Je pense qu'on devrait s'inspirer un petit peu des Noirs américains. Quand ils demandent des réparations, ben, ils le demandent sous une autre forme, peut-être pas financier, mais par exemple des places dans les meilleures universités, parce que, ben, comme le disait Mandela, c'est l'éducation qui prime. Enfin, je pense qu'on devrait axer plus la réparation sur ce genre de choses, demander une priorité d'emploi pour nos instituteurs, par exemple nos professeurs.
Au lieu de les envoyer en métropole, eh ben, qu'il y ait une priorité d'emploi ici, en fait. Oui, enfin, normalement, nous serions habilités à le demander. Mais seulement, bon, étant donné que la France n'a pas d'argent, quel que soit ce qu'on va solliciter ou demander, on ne l'aura pas. Il faut se mettre ça dans la tête, voilà. Donc, c'est dommage, mais bon, une réparation après tant d'années, je ne pense pas que ça soit possible. Absolument. Parce qu'il y a trop de souffrance. Et déjà, on est mieux, on souffre. Alors, quand on n'était pas encore dans l'esclavage, je ne sais pas quelle société, hein. Et je n'ai pas souffert si on n'a pas souffert. Ouais. Il est temps que ça s'arrête, hein, au bénéfice des gens qui ont souffert. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation? Bon, réclamation à qui et pour qui? Oui, réparation, mais à qui et pour qui? Ouais. Parce que bon, c'est vrai que nous sommes encore dans la douleur de l'esclavage, mais il aurait fallu que ce soit bien codé, bien encadré, pour que l'argent nous parvienne vraiment. Et il faudrait qu'on sache les montants réclamés, comment ils seront versés, et à qui, et sous quelle forme. Alors, ce serait utile de savoir à qui demander réparation, parce que c'est toute une cabale, entre guillemets, qui s'est mise en place aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Faut faire une table et qui va demander? Est-ce que ce sont ceux qui ont été esclaves ou les enfants d'esclaves qui vont devoir réclamer quelque chose pour que ça puisse et puis pour refaire? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien? Je pense qu'il faut surtout se prendre en main, nous, décider de ce qu'on veut être à partir de cette histoire et puis se construire avec une dimension plus profonde, ne pas attendre. Il faut construire. Oui, bien sûr. Ben parce que à un moment il profiter, ben faut que ben nous traper réparation, c'est ça? Simplement. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'intelligence artificielle, opportunité ou menace ?» Comment parler de chômage en Martinique et en Guadeloupe sans intégrer la révolution que constitue l'intelligence artificielle? C'est de cette révolution dont nous parle aujourd'hui Jean-Marie Noll, économiste, ancien directeur de banque et juriste en droit public. Écoutons-le. L'intelligence artificielle n'est plus une simple perspective technologique réservée aux grandes entreprises mondiales ou aux laboratoires de recherche. Elle est désormais en train de pénétrer progressivement les secteurs qui structurent le quotidien économique et administratif des sociétés modernes. La banque, les services publics, les collectivités territoriales et l'ensemble du secteur tertiaire. Les inquiétudes concernant le remplacement des travailleurs humains par l'intelligence artificielle se sont intensifiées au cours de l'année écoulée à mesure que les entreprises réduisaient leurs effectifs, que les modèles d'intelligence artificielle deviennent plus performants pour les tâches de bureau et que les entreprises les intègrent plus profondément dans leurs opérations. En France hexagonale, l'impact de transformation sur l'ensemble des tâches publiques atteindrait près de 38% des 5 700 000 agents publics, soit 2 200 000 agents. L'automatisation permettrait de supprimer près de 430 000 emplois dans le secteur public en France. Derrière la promesse d'une amélioration de l'efficacité et de la qualité des services, une question majeure apparaît donc, celle de l'impact sur l'emploi et la capacité des territoires à anticiper cette nouvelle rupture. Le secteur public, longtemps considéré comme plus protégé face aux mutations technologiques, entre lui aussi dans une phase d'accélération. L'intelligence artificielle est désormais présentée par les pouvoirs publics comme un outil permettant d'améliorer
l'efficacité administrative, de réduire les délais de traitement et d'accompagner les agents dans leur mission. Des programmes nationaux cherchent désormais à accélérer l'usage de l'intelligence artificielle dans les territoires, tandis que certaines collectivités expérimentent déjà des outils capables d'orienter automatiquement les demandes des citoyens, d'aider les secrétaires de mairie, d'anticiper l'entretien des infrastructures publiques ou encore d'améliorer la gestion des services. C'est précisément à ce niveau que la situation de la Guadeloupe et de la Martinique mérite une attention particulière. Ces territoires connaissent déjà des fragilités structurelles, dépendance économique, difficultés d'innovation, retard dans certains domaines numériques, vieillissement de certains modèles économiques et point important des activités tertiaires administratives. Or, l'intelligence artificielle risque de bouleverser en priorité ces secteurs. Elle ne signifie pas automatiquement une destruction massive des emplois, mais elle impose une transformation profonde des compétences. Les territoires capables de former leur population, d'accompagner les salariés et de préparer les jeunes aux nouveaux métiers pourront transformer cette révolution en opportunité. Ceux qui ne le feront pas subiront davantage les conséquences. Le retard guadeloupéen et martiniquais dans ce domaine pourrait devenir un facteur aggravant d'une fracture déjà existante. Alors que certains territoires préparent déjà l'administration augmentée par l'intelligence artificielle, la Guadeloupe, tout comme la Martinique, risque de rester enfermée dans un modèle administratif et économique ancien, alors même que le monde entre dans une nouvelle phase industrielle et technologique. Fin de citation, et c'est donc signé Jean-Marie Noll. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de cancer du sein et de mutation. Les femmes porteuses de la variante du gène PALB2 verraient leur risque de cancer du sein à 70 ans multiplié par 3. Être porteuse de la mutation ne signifie donc pas que l'on va développer ce cancer à coup sûr, mais qu'il existe un risque accru justifiant une plus grande vigilance. C'est en passant au crible 154 familles non porteuses des gènes BRCA1 ou BRCA2, mais affichant un taux anormalement élevé de cancer du sein, que les chercheurs ont trouvé que 362 membres étaient porteurs de PALB2 et que le fait d'être porteuse de cette mutation s'accompagnait de 35% de risque de déclarer un cancer du sein vers l'âge de 70 ans. L'identification d'une troisième mutation génétique responsable d'un nombre élevé de cancers du sein n'a d'intérêt que s'il est possible de proposer un test génétique dans les familles à risque et ainsi offrir aux femmes concernées une meilleure surveillance. Mais l'équipe de l'université de Cambridge, ayant découvert cette mutation génétique, travaille donc parallèlement sur la mise au point d'un test clinique qui devrait bientôt être disponible. Ces traitements pourraient donc s'avérer aussi efficaces contre ceux liés à cette troisième mutation génétique, affaire à suivre. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Mylène Jeannot, Jean-Baptiste Adolphe, Cassandra, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et que Dieu garde la Martinique.